Salut les survivants, ça roule! Alors certains le savent déjà, mais dernièrement j'ai sorti le plus gros épisode de ma chaîne et celui-ci avait été striké par YouTube. Du coup j'ai fait appel, j'ai eu gain de cause et c'était une erreur de leur part. Mais bon, du coup ils m'avaient un petit peu niqué ma sortie. Du coup si vous voulez le découvrir, eh bien je vous mets le lien quelque part par ici. Alors après mon top 5 des films d'Halloween sortis l'an passé, que vous pouvez aller voir si ça vous dit, cette année j'ai voulu que l'on comprenne ensemble comment nous en sommes arrivés au cinéma gore d'aujourd'hui. Et pour cela il faut s'intéresser au premier film considéré comme gore dans l'histoire du cinéma, Bloodfist. Bloodfist, c'est l'histoire d'un illuminé ressemblant étrangement à Mr V, tuant des femmes afin de redonner vie à Ishtar, la déesse égyptienne. Pour ce faire, il doit tout simplement, dans un délire cannibale, cuisiner les parties de ses victimes en réalisant le meilleur festin possible pour redonner vie à la fameuse déesse. Bon alors clairement, Bloodfist n'est pas un chef-d'œuvre. Celui-ci est plutôt mal réalisé, avec par exemple ce genre de plan fixe où l'on se croirait dans un épisode de Qui a tué Pamela Rose sur Comet. Non mais sans déconner, regardez-moi ça. Ou bien encore ces mouvements de caméra panoramiques dignes des plus mauvais amateurs. Les acteurs surjouent au possible, les dialogues sont à chier et ne servent qu'à nous expliquer l'histoire puisqu'ils ne créent aucun lien entre les personnages. Bon là vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'il nous parle de ce film? Eh bien car Bloodfist reste un grand film qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma, puisqu'il est considéré, comme je l'ai déjà dit, comme le premier film gore de l'histoire. D'ailleurs pour le côté gore, il faut bien avouer qu'il se défend pas mal, surtout pour l'époque. Donc voyons ensemble pourquoi Bloodfist reste malgré ses gros défauts, une œuvre importante ayant fait la jonction entre deux époques. Avant les scènes ultra sanguinolentes de Bloodfist datant de 1963, le gore fut pendant longtemps cantonné aux pièces de théâtre. Oui, vous avez bien entendu. Et un des hauts lieux du gore de renommée internationale fut pendant 60 ans un petit théâtre français du nom de Grand Guignol, qui resta ouvert jusqu'en 1962, un an donc avant la sortie de Bloodfist. Dès 1897, ce théâtre devient un lieu incontournable du gore et de l'horreur, en proposant de très courtes pièces se déroulant en un seul acte. Ceci permet ainsi d'alterner les comédies avec les pièces d'horreur très rapidement pour passer à des sentiments opposés quasi instantanément. Le premier grand succès va ainsi être l'adaptation d'une nouvelle du très grand Edgar Allan Poe avec une pièce intitulée Système du docteur Goudron et du professeur Plume. Bon, ça sonne pas très gore, mais le succès de celle-ci est dû à la présence d'un cadavre traversant la scène couvert de sang et créant l'effroi le plus total chez le spectateur de l'époque. Ainsi, de nombreuses autres pièces comme celle-ci popent de partout, et son auteur Delord théorise leur succès par écrit. Il faut écrire des pièces courtes, ramassées, où le malaise de la peur s'empare du spectateur dès le lever du rideau pour aller toujours croissant jusqu'à l'ébranlement de tout le système nerveux. Autant vous dire qu'on n'a rien inventé avec le gore aujourd'hui. Puis petit à petit, les effets spéciaux et sonores vont s'améliorer, rendant ces pièces toutes plus cultes les unes que les autres. Et concernant ces fameux effets spéciaux, à l'époque on utilisait du vrai sang d'animaux, qui du coup tournait très vite, offrant un spectacle de puanteur aux spectateurs, l'immergeant plus que jamais dans la terreur. Ce ne sera que quelques années plus tard qu'ils inventeront le fameux faux sang, placé dans des capotes que les acteurs feront exploser en temps voulu. On pouvait ainsi déjà se délecter de scènes assez réalistes où des membres étaient sciés. Arrivent ensuite les années 30 et le cinéma d'épouvante, diminuant fortement la clientèle du théâtre. Mais celui-ci survit car le gore n'existe pas encore au cinéma. Bien sûr, ne pouvant changer de plan comme dans un film, le succès des scènes gore repose quasi entièrement sur le jeu survolté des acteurs. À l'inverse de Bloodfist, j'ai envie de dire. Puis très vite, ils vont dans ce théâtre mélanger érotisme et gore, redonnant un coup de souffle au genre, et qui sera par la suite reproduit au sein du cinéma d'exploitation. D'ailleurs, Herschel Gordon Lewis, le réalisateur de Bloodfist, a clairement dit avoir imité le théâtre du Grand Guignol en le réadaptant au cinéma. Arrive donc en 1963 le premier Blood and Gore, Bloodfist, où beaucoup d'hémoglobine coulera. Et une des raisons qui fera le succès de ce film va être la couleur, car jusqu'ici montrer du sang coagulé à l'écran n'avait forcément pas le même impact. Ah oui, et si j'ai dit sang coagulé, c'est que c'est justement le premier sens du mot gore. Au moins, vous pourrez pas dire que vous n'avez rien appris ici, mes survivants. Mais bon, entre le théâtre et Bloodfist, il y a tout de même un continuum de scènes plus ou moins gore au cinéma. Et je vous en propose de suite un échantillon. Tout d'abord dans Dracula, Prince des Ténèbres de Terence Fisher, où le sang d'un innocent est versé pour redonner vie à Dracula. Ou encore Les Incendiaires de Georges Méliès avec sa scène de décapitation. Mais celle à laquelle l'on pense le plus est bien sûr la scène de l'œil coupé dans l'expérimental et surréaliste Un chien andalou de Luis Buñuel. Scène qui garde encore aujourd'hui son petit effet, n'est-ce pas? Alors maintenant, venons-en à notre Bloodfist et en quoi ce film a révolutionné le cinéma en créant non seulement un genre, mais également en changeant notre rapport à la violence au 7e art.
H.G. Lewis, qui avant ça réalisait des nudies comme son compère Russ Meyer, a eu le coup de génie, dans un souci évident de bénéfices financiers forts pour un coût de production quasiment nul, de mettre l'horreur, le gore et le sang au centre de son film comme acteur principal, si je puis dire, reléguant ainsi tous les autres rôles à des faire-valoir au moment gore. Et c'est vraiment là le coup de génie de Lewis et David Friedman, qui, ne pouvant envisager à l'époque de montrer des scènes pornographiques, ont inventé un film dont l'horreur est le point central, le fil conducteur. Où la chair éviscérée prendra la place du porno dans nos âmes de spectateurs voyeurs, et où l'histoire n'aura aucun intérêt si ce n'est donner lieu aux scènes les plus gore possibles. Le tout utilisant la couleur de la manière la plus brutale qui soit, avec un sang plus rouge que rouge donnant toute l'esthétique du film. Enfin, les scènes de meurtre étant filmées sans cut, emprisonnent un spectateur habitué jusqu'ici aux ellipses, le rendant impuissant au fascinant spectacle se déroulant sous ses yeux. Ainsi, Bloodfist est un véritable film d'exploitation, exploitant donc le sexe et le gore pour se faire un maximum d'argent. Rappelons que le film, dont le scénario tenait sur 15 pages, sans dialogue, a été tourné en 9 jours avec 25 000 $. Autant dire une broutille au cinéma, pour en rapporter 4 millions. Une belle affaire pour ce roi de la com. Donc, malgré une réalisation approximative, des acteurs cabotinants et un scénario faiblard, ce que l'on peut reconnaître à H.G. Lewis, c'est qu'il a vraiment inventé un genre, à l'opposé de ce qui se faisait à l'époque. Et s'extirper d'un modèle pour en créer un autre n'est jamais évident. D'ailleurs, le code de censure de l'époque ne savait même pas quoi faire, puisque c'était la première fois qu'il était confronté à ce genre de problème. Et bien que son film fût conspué par la critique, celui-ci remplissait tous les drive-in de l'époque, où la jeunesse venait prendre son moment de frisson et d'érotisme, ouvrant ainsi une nouvelle ère, où bientôt allait s'engouffrer tout un tas de cinéastes talentueux. Pour conclure, sans Bloodfist, le cinéma gore d'aujourd'hui serait totalement différent. Et si H.G. Lewis est considéré comme le Godfather du gore, ce n'est pas pour rien. Il est le parrain de neveux comme Tarantino, Rodriguez, Stuart Gordon, Tom Savini, John Carpenter, John Waters et j'en passe, qui le citent tous constamment comme une énorme inspiration. Et puis surtout, Brendan n'aurait jamais pu exister et Nota Bene n'aurait jamais rencontré ma mère. Mais bref, là je m'égare. Il est également drôle de noter que Bloodfist avait pour objectif de rendre hommage à Psychose d'Hitchcock, qui avait révolutionné déjà auparavant le genre. Avec bien plus de talent, d'accord, mais c'est assez marrant de voir que ce film l'a révolutionné à son tour à sa manière. Ainsi, même si ce film, comme œuvre cinématographique, est assez bancal, il mérite tout de même amplement son coup d'œil et surtout qu'il ne dure qu'1 heure et 6 minutes, que l'on passe tout de même un bon moment et surtout qu'il a transformé le cinéma à tout jamais. Et si je ne vous ai pas convaincu, je laisse Herschel Gordon Lewis le faire. C'est comme un poème de Walt Whitman, ce n'est pas bon mais c'est le premier du genre. Voilà, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, mes survivants, ça me fait malheur chaud au cœur. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire sur Tipeee en devenant survivant producteur de la chaîne. Et ça m'aide malheur vraiment énormément pour la suite. D'ailleurs, merci aux tipeurs, je vous love. Bien sûr, si l'épisode vous a plu, pensez à liker, partager, vous abonner, c'est extrêmement important. Sur ce, moi je vous love et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Et joyeux Halloween!